La directrice de l'hôtel m'a toisé de haut en bas, a pris une grande inspiration et m'a dit « Cet endroit n'est pas fait pour n'importe qui, d'accord ?» J'ai acquiescé, j'ai signé le document qu'elle venait de m'apporter et j'ai répondu « Vous avez raison, c'est pour ça que je vous licencie sur le champ. » Je tiens à être très claire sur un point avant de vous raconter cette histoire. Je ne suis pas du genre à faire des scènes. Je ne fais pas de scènes. Je ne hausse pas le ton en public. Je ne renverse pas de table. Je ne claque pas la porte en sortant d'une pièce. Et je ne poste pas de commentaires furieux en ligne à minuit, tout en mangeant des céréales dans le noir. Je suis, à tous égards, une personne calme et posée. Il se trouve aussi que je possède 14 hôtels à travers les États-Unis. Je mentionne cette deuxième partie uniquement parce qu'elle prendra toute son importance plus tard. Une importance capitale. Une importance douloureuse, mais glorieuse. Mais commençons par le début. Je m'appelle James Mercer. J'ai 38 ans, je vis juste à la périphérie de Nashville, dans le Tennessee, et il y a environ 11 ans, mon père m'a remis les clés, au sens propre comme au figuré, d'une chaîne hôtelière régionale qu'il avait passé 30 ans à bâtir de toutes pièces. 3 hôtels à l'époque. Modestes, propres, fiables. Le genre d'endroit où les camionneurs et les familles en road trip s'arrêtent parce que le prix est raisonnable et que le petit déjeuner continental ne fait pleurer personne. J'ai pris ces 3 hôtels et, grâce à ce que j'appellerais généreusement une combinaison de vision, d'entêtement et d'un nombre franchement alarmant de feuilles de calcul, je les ai transformés en 14. On ne parle pas ici de complexes hôteliers de luxe. On parle d'hôtels solides, bien gérés et véritablement confortables, stratégiquement situés le long des autoroutes et à proximité des axes touristiques. Le genre d'endroit qui affiche une note moyenne de 4-3 étoiles sur toutes les plateformes de réservation et qui bénéficie d'une clientèle fidèle qui revient chaque année. Ma femme Sophie pense que je suis obsédée. Elle n'a pas tort. Mais elle a aussi choisi de m'épouser en sachant très bien qu'une fois, j'avais annulé une soirée en amoureux pour prendre un appel concernant une machine à glaçons en panne à Chattanooga, donc j'ai l'impression que les attentes étaient bien définies dès le départ. Bref. L'histoire. Sophie venait d'accoucher de notre 3e enfant, un garçon que nous avons appelé Oliver, qui est venu au monde avec l'énergie de quelqu'un qui aurait été personnellement lésé par le sommeil et qui comptait bien se venger sur tout le monde autour de lui. Il avait 6 semaines. Il était épuisant. Il était aussi, objectivement, la plus belle chose que j'avais jamais vue, ce qui rendait l'épuisement encore pire. Après des semaines de chaos néonatal, j'ai regardé Sophie un matin devant un café. Nous avions tous les deux les yeux creux de ceux qui viennent de survivre à quelque chose, et j'ai dit « On a besoin de vacances ». Elle a ri, pas un rire joyeux, plutôt un rire du genre « Mon cher, tu es un rêveur ». Mais j'étais sérieux. Nous avions toujours parlé d'aller en voiture jusqu'à notre plage préférée sur la côte du golfe de Floride, celle avec le sable blanc et l'eau si claire qu'on a l'impression d'être personnellement félicité par la nature. Nous n'y étions pas allés depuis 2 ans. Nos aînés, Maya et Ben, âgés respectivement de 7 et 5 ans, débordèrent d'une énergie quasi sauvage depuis la fin de l'école. Oliver avait besoin d'air frais. Sophie avait besoin d'un horizon à contempler. J'avais besoin d'arrêter de regarder des tableaux Excel. Nous avons donc chargé la voiture, ce qui nous a pris environ 4 heures, et a nécessité une logistique digne d'une opération militaire, fait monter les enfants, attaché Oliver dans son siège auto, et pris la route. L'un des aspects que je préfère dans le fait de posséder des hôtels le long des grands axes routiers, c'est que nos road trips ont un avantage intégré. Je peux m'arrêter dans mes propres établissements en cours de route. Je m'enregistre, je vérifie que tout fonctionne, je passe la nuit, puis je reprends la route. Travail et plaisir. Mélangés comme un cocktail que je n'ai absolument pas mérité, mais que j'ai bien l'intention de boire quand même. Le plan était de partir de Nashville pour Birmingham, s'arrêter à l'hôtel là-bas, puis de continuer vers la côte pendant un jour ou 2. Pour la première partie du trajet, tout était parfait. Maya et Ben regardaient des films sur leur tablette. Oliver a dormi pendant 2 heures d'affilée, ce qui était un miracle que Sophie et moi avons traité comme un événement sacré, parlant à voix basse et évitant tout mouvement brusque. Nous nous sommes arrêtés pour faire le plein et manger de terribles hamburgers d'autoroute qui avaient le goût de carton assaisonné d'ambition. Et d'une certaine manière, c'était aussi parfait parce que nous étions ensemble, en mouvement et en route vers quelque part. Lorsque nous sommes arrivés à Birmingham, il était un peu plus de 3 heures de l'après-midi. Le soleil offrait cette lumière dorée de fin de journée qui donne à tout un aspect légèrement cinématographique. Oliver était réveillé, mais calme. Ben avait de la moutarde sur le front depuis le déjeuner et ne s'en était pas aperçu. Maya expliquait à Sophie en détail pourquoi les dauphins sont meilleurs que les chevaux
et Sophie acquiesçait avec l'attention concentrée d'une femme qui fonctionne avec 4 heures de sommeil et un amour maternel pur. Je me suis garée sur le parking de l'établissement de Birmingham, The Mercer Inn, même si j'ai toujours pensé en privé que ce nom lui donnait des airs de taverne coloniale, et j'ai ressenti cette satisfaction particulière de voir mon propre bâtiment propre et bien entretenu. L'aménagement paysager était soigné. La signalétique était lumineuse. Les vitres du hall d'entrée étaient impeccables. Bien, me suis-je dit, bien. Nous sommes sortis de la voiture. Ben a immédiatement trébuché sur sa propre chaussure et a annoncé à tout le parking qu'il était pratiquement mort. Maya a levé les yeux au ciel avec toute la force d'une fillette de 7 ans qui a déjà tout vu. J'ai porté Oliver dans son siège auto. Sophie marchait à mes côtés, lunettes de soleil sur le nez, l'œil calme de notre ouragan familial. Nous avons franchi les portes d'entrée. Le hall était frais et propre, exactement comme il se doit. Un couple était en train de régler sa note près de l'ascenseur. Une famille avec des adolescents était assise dans le coin salon près de la fenêtre. L'endroit avait l'air animé, ce qui était une bonne chose. C'était bien qu'il y ait du monde. Derrière la réception se tenait une femme que je ne reconnaissais pas. Elle devait avoir la quarantaine, avec une posture qui semblait indiquer qu'elle avait décidé, il y a quelques années, que la plupart des choses et des gens ne méritaient pas qu'elle leur consacre son temps. Son badge indiquait « Caroline, responsable de service ». Elle a levé les yeux à notre approche. Puis elle nous a dévisagés de la tête aux pieds. Nous tous. Le papa fatigué avec le porte-bébé. La femme en robe d'été, les lunettes de soleil repoussées sur la tête. Les 2 enfants, dont l'un avait encore de la moutarde sur le visage. Son expression ne disait pas vraiment « bienvenue ». Elle disait plutôt quelque chose comme « Oh, j'ai souri quand même ». « Bonjour », ai-je dit. « Nous aimerions 2 chambres communicantes, si vous en avez, de préférence avec vue. » Caroline a reporté son regard sur l'écran de son ordinateur. « Avez-vous une réservation ?»« Non, » ai-je répondu, toujours souriante. « Nous faisons un road trip. C'est un arrêt un peu spontané. » Caroline a inspiré lentement par le nez. Le genre d'inspiration qui n'a pas vraiment à voir avec l'oxygène. Il s'agit plutôt de patience. Plus précisément, de faire semblant d'en manquer. « Oh, sans réservation », a-t-elle répété. « Exact. »« En pleine saison. » Je comprends que... Monsieur. Elle a posé ses 2 mains à plat sur le comptoir, comme si elle s'apprêtait à expliquer quelque chose à un enfant à qui on l'avait déjà dit 2 fois. Nous sommes en pleine saison. Les clients sans réservation en haute saison sont... Elle marqua une pause, choisissant ses mots avec le plus grand soin. Compliqué. Bien sûr, dis-je. C'est tout à fait normal. Tout ce que vous avez de disponible nous convient. Nous sommes flexibles. Sophie, debout à côté de moi, me lança ce petit regard en coin qu'elle réserve au moment où elle trouve quelque chose de drôle, mais choisit, en tant que partenaire solidaire, de ne pas rire. Ben choisit précisément ce moment pour annoncer, à voix haute, qu'il devait aller aux toilettes, genre, de toute urgence. Caroline tourna les yeux vers Ben. Ben fit un signe de la main. Caroline reporta son regard sur son écran. « J'ai une chambre, » dit-elle. « Une double standard, sans vue. 3e étage. L'ascenseur est actuellement en maintenance. Il faudra donc prendre les escaliers. » J'ai regardé le porte-bébé que je tenais dans mes mains. J'ai regardé Sophie. J'ai regardé Maya, qui était désormais assise sur sa valise à roulettes, telle une toute petite reine pleine de dignité. J'ai regardé Ben, qui se dandinait d'un pied sur l'autre d'une manière qui suggérait que la situation aux toilettes s'aggravait. « On la prend », ai-je dit. Ce qui a suivi a été la procédure d'enregistrement la plus morne que j'ai connue en 11 ans passés dans le secteur de l'hôtellerie. Caroline tapait au clavier avec l'énergie de quelqu'un qui accomplit une tâche pour laquelle elle regrette profondément d'être en vie. Elle ne nous a pas posé de questions sur notre voyage. Elle n'a pas souri. Elle a fait glisser la carte-clé sur le comptoir, comme on ferait glisser une pièce à conviction sur une table lors d'une déposition. « Le départ est à 11 heures, a-t-elle dit, déjà replongée dans son écran. Le petit déjeuner se termine à 9 heures. Il n'y a pas de départ tardif possible ce week-end. Merci, ai-je dit. Elle n'a pas répondu. J'ai tendu la carte-clé à Sophie, j'ai attrapé les valises et je lui ai dit d'emmener les enfants en haut. Je te suis tout de suite. Sophie m'a lancé un regard, celui qui dure un peu plus longtemps, celui qui signifie « ne commence pas quelque chose ». Je lui ai adressé mon sourire le plus rassurant. Elle n'avait pas l'air rassurée. Elle me connaît depuis 12 ans. Elle sait exactement ce que ce sourire signifie.
Je les ai regardés disparaître vers la cage d'escalier. Ben marchant d'un pas rapide, Maya toujours assise majestueusement sur la valise à roulettes jusqu'à ce que Sophie l'encourage physiquement à se lever. Puis je me suis retournée vers le comptoir. Caroline était en train de taper à l'ordinateur. « Excusez-moi », ai-je dit aimablement. Elle n'a pas levé les yeux. « Y a-t-il un problème avec la chambre ?»« Non, la chambre est très bien. » Je me suis légèrement appuyée contre le comptoir. « Je voulais juste vous dire, je travaille dans l'hôtellerie depuis un certain temps déjà, plus d'une décennie, et je pense sincèrement que l'expérience qu'un client vit lors de l'enregistrement donne le ton à tout son séjour. Vous ne trouvez pas ?» Caroline a arrêté de taper. Elle a levé les yeux vers moi avec une expression qui indiquait qu'elle tolérait cette conversation comme on tolère un mal de tête mineur mais persistant. « Je vous remercie pour votre commentaire, » dit-elle, d'un ton qui trahissait son manque d'appréciation. « Je suis le propriétaire de cet hôtel, » dis-je. Une pause. Pas très longue. Peut-être 2 secondes. Mais ces 2 secondes furent extraordinaires. Je vis l'information passer de ses oreilles à son cerveau, puis observer son cerveau tenter de la traiter, de la rejeter, de la reconsidérer, pour finalement aboutir quelque part du côté de « oh non ». Pardon ? J'ai fouillé dans la poche de ma veste et j'ai posé ma carte de visite sur le comptoir. James Mercer. Propriétaire, Mercer Hospitality Group. Elle l'a prise, l'a regardée, l'a reposée, m'a regardée, l'a reprise. Vous êtes propriétaire de... cet hôtel. Oui, et 13 autres. J'ai souri, un sourire serein. Le genre de sourire qui avait attendu patiemment pendant les 20 dernières minutes, dans l'attente de ce moment précis. J'allais vous en parler plus tôt, mais je voulais d'abord voir comment se déroulait la procédure d'enregistrement en tant que client ordinaire. Caroline a ouvert la bouche. Elle l'a refermée. « J'aimerais vous parler dans votre bureau, » ai-je dit. « Si vous avez quelques minutes. » Elle avait quelques minutes. Son bureau était une petite pièce juste derrière la réception, bien rangée, ce que j'avais remarqué, car les détails comptent, avec un bureau, 2 chaises et une affiche motivante encadrée au mur sur laquelle on pouvait lire « L'excellence est une habitude ». J'ai regardé cette affiche un instant. J'ai apprécié l'ironie sans faire de commentaires. Nous nous sommes assis. « Monsieur Mercer, » a-t-elle commencé, « je tiens sincèrement à... » « Un instant, » ai-je dit, toujours aimable. « Je veux juste passer en revue ce qui s'est passé à la réception, car je pense que c'est utile pour nous deux. » Puis j'ai fait glisser un document sur le bureau vers elle. Elle l'a regardé. C'était une évaluation de performance, une évaluation formelle, déjà préparée, déjà remplie. Notre système régional des ressources humaines les génère automatiquement lorsque les notes de satisfaction des clients d'un directeur de succursale tombent en dessous d'un certain seuil sur une période glissante de 90 jours. Les notes de Caroline étaient en baisse depuis 2 mois. Je le savais avant même que nous entrions. J'avais prévu d'aborder le sujet discrètement, comme je le fais d'habitude. Elle l'a lu. Son visage a traversé plusieurs phases. Ces notes datent d'avant que je... Caroline. Ma voix est restée calme. Je suis venue ici en tant que client ordinaire, avec ma femme qui vient d'accoucher il y a 6 semaines, avec mes 2 enfants. Nous étions fatigués. Nous ne demandions rien de spécial, juste une chambre. J'ai marqué une pause. Et vous avez regardé ma famille, et vous avez dit, et je veux m'assurer de me souvenir correctement, que les réservations sans réservation étaient à compliquer, et que nous aurions dû mieux nous organiser. Elle n'a rien dit. Puis elle s'est redressée, m'a regardée avec une expression qui semblait tenter de rattraper le coup, et a dit, et je n'aurais vraiment pas pu mieux écrire ce scénario si j'avais essayé. Elle a expiré lentement, a regardé autour d'elle dans son bureau et a dit « Eh bien, ce n'est pas vraiment un endroit pour n'importe qui, n'est-ce pas ?» Je l'ai regardée. Elle a semblé réaliser environ une demi-seconde trop tard ce qu'elle venait de dire. J'ai baissé les yeux vers l'évaluation de performance posée sur le bureau. J'ai pris le stylo. Et je l'ai signé. « Vous avez raison, » ai-je dit. « Ce n'est pas le cas. » J'ai remis le capuchon sur le stylo et l'ai reposé. C'est pourquoi je vous licencie, à compter d'aujourd'hui. Le silence qui s'ensuivit était de ceux que l'on peut physiquement ressentir. Caroline me fixait, je la fixais en retour. La fiche de motivation sur laquelle était écrit « L'excellence est une habitude » nous fixait tous les deux depuis le mur, apparemment indifférente à l'ironie de la situation.
Vous êtes en train de... commença-t-elle. De vous licencier, confirmai-je. Oui, mais je... Elle s'interrompit. Reprit. Je dirige ce site depuis 8 mois. Je sais. J'ai une équipe ici. Je le sais aussi. C'est juste que... Elle fit un geste vague vers l'espace entre nous, comme si quelque part dans cet espace se trouvait une version plus favorable des 20 dernières minutes qu'elle pouvait désigner. J'ai eu une journée difficile. J'acquiesçais lentement. Je comprends ce que sont les journées difficiles. Mon bébé de 6 semaines estime que 2 heures du matin est un excellent moment pour discuter. Je connais bien le concept. Je croisai les mains sur le bureau. Mais voilà, Caroline. Chaque personne qui se présente à cette réception vit aussi une journée. Pour certains, c'est une journée formidable. Pour beaucoup, ce n'est pas le cas. Ils sont fatigués, ou stressés, ou ils ont conduit pendant 7 heures et leur enfant a de la moutarde sur le visage, et ils ont juste besoin d'une chambre. Je fis une pause. C'est ça le métier. Faire en sorte que ces gens se sentent les bienvenus malgré tout. Elle baissa les yeux vers le bureau. Les chiffres ne mentent pas, ajoutai-je, sans méchanceté. C'est une constante. Ce qui s'est passé ensuite m'a un peu surpris. Caroline n'a pas protesté. Elle n'a pas tenté de se rattraper. Elle est juste restée assise là un moment et quelque chose a changé dans son expression. Sa posture défensive s'est relâchée et ce qui se cachait derrière semblait, honnêtement, juste de la fatigue. Pas la fatigue feinte qu'elle affichait à la réception. De la vraie fatigue. Je sais, a-t-elle dit doucement. Je ne vais pas prétendre que cela n'a pas légèrement adouci les choses. Je ne suis pas fait de pierre. Je suis un homme qui fonctionne lui aussi avec un manque de sommeil et trop de café, et qui s'en prend parfois à des gens à qui il ne devrait pas. La différence réside surtout dans la prise de conscience, et je suppose, dans le fait que mon nom figure sur le bâtiment. Mais les résultats étaient ce qu'ils étaient, et ce qu'elle avait dit dans ce bureau, ce n'est pas un endroit pour n'importe qui, ce n'était pas la fatigue qui parlait, c'était autre chose. Je veillerai à ce que les RH traitent tout équitablement, ai-je dit en me levant. Les avantages sociaux jusqu'à la fin du mois. Une référence, si vous en voulez une, axée sur le travail opérationnel, qui était honnêtement solide. J'ai pris ma carte de visite sur le bureau. Je suis désolée que ça se soit passé comme ça. Elle acquiesça une fois. Je partis. De retour dans le hall, j'interpellai Élise, la jeune femme qui travaillait tranquillement à l'autre bout du comptoir d'accueil pendant notre enregistrement, s'efforçant ostensiblement de ne rien entendre. De près, elle semblait avoir environ 24 ans et arborait l'expression de quelqu'un qui attendait ce jour précis depuis un certain temps, mais s'était engagé professionnellement à ne rien laisser paraître. « Élise, dis-je. »« Oui, monsieur. » Elle s'interrompit. « Je suis désolée, je ne connais pas votre nom. Elle ne vous a jamais présenté. »« Mercer, James Mercer. Je suis le propriétaire de l'établissement. » Ses yeux s'écarquillèrent pendant exactement 1 seconde, puis elle se ressaisit avec une rapidité impressionnante. Je pris mentalement note de cela. C'était une bonne qualité. « Je vais avoir besoin que vous assuriez la relève à la réception ce soir, dis-je. Je vais appeler le directeur régional, c'est Daniel Hartley, et il vous contactera d'ici 1 heure pour vous indiquer la marche à suivre. Vous aurez du soutien. » Compris, répondit-elle. Vous avez fait preuve de professionnalisme aujourd'hui, ajoutai-je. Je l'ai remarqué. Elle cligna des yeux. J'ai juste essayé de rester en dehors de tout ça, honnêtement. Parfois, c'est exactement la bonne attitude. J'ai retrouvé ma famille au 3e étage. La chambre était, comme annoncé, une chambre double standard sans vue. La fenêtre donnait directement sur la façade en béton du parking voisin, que Ben avait apparemment décidé d'aduler comme la chose la plus cool qu'il ait jamais vue et qu'il décrivait actuellement à Sophie comme dans un documentaire animalier. Et là, disait Ben, collé contre la vitre, on voit un monospace. Il est juste là, à attendre. Mais qu'est-ce qu'il attend? Benjamin, dit Sophie, d'un ton qui ne voulait rien dire, mais qui signifiait aussi « il faut que ça s'arrête ». Oliver dormait dans le berceau portable dans le coin, ce qui donnait à la chambre cette énergie sacrée propre à un endroit où un bébé dort et où tout le monde sait qu'un seul faux pas mettrait fin à la civilisation. Maya était sur l'un des lits, en train de lire un livre avec des écouteurs, ayant apparemment décidé qu'elle était trop mature pour le documentaire sur le minibus. Sophie m'a regardée quand je suis entrée. « Comment ça s'est passé »
a-t-elle demandé en parlant à voix basse. J'ai viré le directeur. Elle m'a fixé du regard. Le directeur de l'hôtel? A-t-elle murmuré. Même. James. Elle a regardé notre famille et a dit que ce n'était pas un endroit pour n'importe qui. Sophie a ouvert la bouche, l'a refermée, a regardé Oliver qui dormait paisiblement dans un coin, a regardé Ben, qui continuait à décrire le parking, m'a regardé à nouveau. Pendant que tu lui remettais les papiers, a-t-elle demandé. C'est elle qui l'a dit, je n'ai fait que l'approuver. Sophie serra très fort les lèvres. C'était l'expression qu'elle prenait lorsqu'elle essayait de ne pas rire et s'était engagée, par principe, à ne pas me féliciter. Elle tint environ 4 secondes. « D'accord, » dit-elle en se détournant. « D'accord, c'est... D'accord. C'est bien ce que je pensais. Ne prends pas ça pour une victoire. Je ne prends pas ça pour une victoire. Tu as l'air suffisant. C'est juste mon visage. » Ben se retourna brusquement depuis la fenêtre. « Papa, il y a un type sur le parking qui reste planté à côté d'un chariot sans rien faire. Tu crois qu'il va bien? » « Il va probablement bien, mon grand. On devrait aller voir? On ne devrait pas aller voir. Mais s'il... Benjamin. » Sophie et moi l'avons dit exactement en même temps, avec exactement la même énergie, ce qui est l'un des petits bonheurs sous-estimés de 12 ans de mariage. Ben se retourna vers la fenêtre, satisfait. Je me suis enfin assise sur le bord du lit et j'ai senti le poids du trajet s'installer dans mes jambes. Oliver a émis un petit son dans son sommeil. Pas un son de réveil, juste un son de rêve, et je l'ai observé un instant. 6 semaines. Complètement inconscient que son père venait de licencier quelqu'un. Complètement inconscient de tout, sauf qu'il avait chaud, qu'il avait mangé et que sa famille était à ses côtés. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Daniel Hartley. Il a décroché à la 2e sonnerie. « James, tu es à Birmingham? »« Oui, on a un problème. Une pause. »« À quel point c'est grave? » J'ai regardé autour de moi. Ben avait repris son documentaire sur le parking. Maya s'était endormie, son livre posé sur la poitrine. Sophie déballait le sac de voyage avec l'efficacité tranquille d'une femme qui a accepté que son mari fasse toujours, d'une certaine manière, 2 choses à la fois. « Modéré, » ai-je répondu. « Mais c'est géré. » Daniel Hartley est mon associé depuis 7 ans, et au cours de cette période, j'ai appris 2 choses à son sujet avec une certitude absolue. Premièrement, il est extrêmement doué dans son travail. Deuxièmement, il gère les nouvelles stressantes d'une manière très particulière, c'est-à-dire qu'il reste complètement silencieux pendant plusieurs secondes, puis expire, avant de dire « d'accord », sur le ton d'un homme qui se recentre. « D'accord », dit-il. « Je t'enverrai les documents ce soir », ai-je dit. L'équipe RH régionale a déjà le dossier. J'ai besoin que tu trouves un directeur par intérim pour Birmingham, quelqu'un de compétent, pas un simple remplaçant. D'accord. Une autre pause. C'était grave? Elle m'a dit, et je tiens à être précis ici, que l'hôtel n'était pas un endroit pour n'importe qui. Elle a dit ça, pendant que je signais son rapport de licenciement. Silence. Daniel. Je suis là. Je suis juste... Il marqua une pause. Elle t'a dit ça, dans ton hôtel. Oui. Pendant que tu la licenciais. Exact. James, je ne sais pas si je dois avoir pitié d'elle ou être profondément impressionné par son engagement. Je n'ai choisi ni l'un ni l'autre et j'ai simplement signé le formulaire. Il a ri, un petit rire incrédule. Très bien. Je m'occupe de Birmingham. Profite simplement du voyage. Comment va Sophie? Elle survit. Oliver nous a tenus éveillés jusqu'à 4 heures du matin hier soir. Comment va Oliver? Il est en pleine forme, absolument en pleine forme, aucun problème. Nous avons quitté Birmingham le lendemain matin après un petit déjeuner qui, je dois le dire, était vraiment bon. Élise avait réussi à réorganiser notre hébergement pendant la nuit. En descendant, j'ai découvert qu'elle nous avait discrètement installés dans 2 chambres communicantes au 4e étage, libérées suite à une annulation de dernière minute. Elle m'a remis les nouvelles cartes clés à la réception avec un petit sourire. « Vue sur la cour », a-t-elle dit, « pas sur le parking. »« Ben va être dévasté. Votre fils est descendu à 7 heures du matin pour demander si l'homme au chariot était revenu, dit-elle. Je lui ai dit que je garderais l'œil ouvert. » Je la regardai un instant. «
Daniel a-t-il donné de ses nouvelles? Il a appelé hier soir. Nous avons parlé pendant environ 40 minutes. Elle redressa une petite pile de papier sur le comptoir. Il va bien? En effet. Je pris les cartes clés. Tu t'es bien débrouillée hier, Élise. Pour tout. Elle acquiesça une fois, avec professionnalisme, mais je surpris le petit soupir de soulagement qu'elle tentait de cacher. C'était la première fois qu'elle se retrouvait en position de responsable après un événement pareil. Ce n'est pas rien. Nous sommes remontés dans la voiture à 9h30. Les enfants avaient environ 1000% d'énergie en plus que n'importe lequel d'entre nous, ce que Sophie a géré en lançant un jeu où l'on gagnait des points en repérant des choses spécifiques par la fenêtre. Des plaques d'immatriculation d'autres États, des châteaux d'eau, des chevaux, des stations-service ayant une forme qu'elle n'était pas censée avoir. Un Waffle House, a annoncé Ben en pointant du doigt. Ça ne compte pas, a dit Maya. Il y a un Waffle House en forme de botte près de Chattanooga, a déclaré Ben avec une confiance absolue. Je l'ai lu. Tu ne sais pas lire. Je sais très bien lire. Tu lis lentement. Lire lentement, ça compte quand même comme de la lecture, Maya. Sophie s'est tournée vers moi depuis le siège passager avec l'expression sereine d'une femme qui a pleinement accepté sa vie. Je me suis penchée vers elle et lui ai serré la main. Elle m'a serré la main en retour. Oliver, sur la banquette arrière, a dormi pendant tout ce temps comme un petit philosophe qui avait conclu que la conscience était surestimée. Nous avons traversé la frontière de la Géorgie juste avant midi, ce que Ben a célébré en annonçant que nous étions pratiquement en Floride. Une affirmation géographiquement optimiste d'environ 6 heures. Nous nous sommes arrêtés pour déjeuner dans un petit restaurant à la sortie de Valdosta, qui arborait dans sa vitrine une enseigne peinte à la main indiquant « la meilleure tarte de l'État », à notre avis. Ce genre de publicité honnête que je respecte sincèrement. La tarte était en fait excellente. Sophie a pris celle à la pêche. J'ai pris la tarte au chocolat. Maya a pris un sandwich au fromage fondu et considérait la situation des tartes avec une profonde méfiance. Ben a d'abord commandé une tarte, puis, lorsqu'on lui a dit qu'il devait manger de la vraie nourriture, il a négocié pour obtenir un demi-sandwich au fromage fondu et 2 bouchées de ma tarte, ce que j'ai accepté parce que j'étais de bonne humeur et aussi parce que sa technique de négociation n'était franchement pas mauvaise. La serveuse, qui s'est présentée sous le nom de Donna et qui avait la chaleur efficace de quelqu'un qui travaille à ce comptoir depuis 20 ans et qui aime sincèrement les gens, s'est occupée d'Oliver comme seules les personnes qui ont elles-mêmes élevé des enfants savent le faire, pas avec cette agitation nerveuse et trop prudente des étrangers, mais avec cette aisance de ceux qui sont passés par là. 6 semaines, a-t-elle demandé en le regardant. 6 semaines et demie, a répondu Sophie. C'est le premier? Le 3e. Donna a regardé Sophie avec le respect particulier que cette réponse méritait. Chérie, tu es en voyage avec un bébé de 6 semaines et 2 autres enfants, et tu as l'air d'un être humain. Tu devrais recevoir une médaille. Sophie rit. Un vrai rire, pas un rire de politesse. Je me sens comme un être humain environ 60% du temps. C'est suffisant, dit Donna. C'est la note de passage. Nous avons franchi la frontière de la Floride à 4h15 de l'après-midi. Ben a perdu la tête. Pas dans le mauvais sens du terme, mais comme un enfant de 5 ans à qui on a répété pendant 2 jours que la Floride approchait et qui venait d'avoir la confirmation que la Floride existait bel et bien et qu'ils y étaient. Il a appuyé ses 2 mains contre la vitre et a dit « On est arrivé », avec la solennité d'un homme achevant une longue expédition. Maya a levé les yeux de son livre juste assez longtemps pour remarquer le panneau, dire « Enfin », puis se replonger dans sa lecture. Nous avons atteint la côte du Golfe juste au moment où le soleil commençait à descendre vers l'eau, faisant ce qu'il fait là-bas, où tout le ciel se teinte de rose et d'or, et où le Golfe devient argenté, et où l'on se souvient pourquoi on a conduit 9 heures pour arriver ici. Sophie s'est arrêtée au bord du chemin menant à la plage et s'est figée un instant. Je me suis arrêtée à côté d'elle. Aucun de nous n'a rien dit. Oliver a émis un petit son. Un son joyeux, peut-être, ou peut-être juste un son aléatoire de bébé de 6 semaines auquel je projetais une émotion. Quoi qu'il en soit, cela semblait être la ponctuation parfaite pour ce moment. « Bonne idée », a finalement dit Sophie. « J'en ai de temps en temps. » Ne gâche pas tout. Ben courait déjà vers l'eau, ses chaussures encore aux pieds, ce que Sophie s'empressa de lui faire remarquer. Maya marchait avec la dignité mesurée de quelqu'un qui a décidé de profiter des choses sans le montrer. Je restais là encore une seconde avec Oliver et le ciel rose, et la pensée qu'il y a 11 ans,
Mon père m'avait confié 3 petits hôtels en me disant de m'en occuper et que j'avais essayé, à ma manière, de faire exactement cela. Mon téléphone vibra. Daniel. Le remplacement à Birmingham commence lundi. Et puis, je me disais, est-ce que je devrais aller voir la propriété le mois prochain? Ça me ferait du bien de partir en road trip. Je souris et je répondis. Je t'en dirai plus à ce sujet plus tard. Nous sommes restés sur la côte du Golfe pendant 4 jours. Je veux être honnête sur ce que cela signifie avec un bébé de 6 semaines. 2 enfants d'âge scolaire et une femme qui se remet d'une grossesse. Ce n'étaient pas des vacances au sens traditionnel et reposant du terme. C'était plutôt des vacances au même titre qu'une explosion contrôlée est une forme d'architecture. Les choses se sont enchaînées très vite, souvent simultanément, et d'une manière ou d'une autre, à la fin, il y avait quelque chose qui ressemblait à une structure. Premier jour, Ben s'est jeté directement dans le golfe, tout habillé, 4 minutes après notre arrivée à la plage. Pas parce qu'il était tombé, pas parce que quelqu'un l'avait poussé. Il a pris une décision. Il a vu l'eau, il a évalué la situation, et il a décidé que ses vêtements n'étaient pas un obstacle. Sophie m'a regardé. Je l'ai regardé. Nous avions tous les deux vu cela venir et avions choisi, en tant que famille, de ne pas l'empêcher. Deuxième jour. Maya, qui avait passé le premier jour à lire sur une serviette de plage en déclarant que le sable était granuleux dans le mauvais sens du terme, s'est réveillée tôt, est allée à la plage toute seule avant que quiconque ne soit debout, et quand nous l'avons trouvée à 7 heures du matin, elle se tenait les pieds dans l'eau jusqu'aux chevilles, regardant le lever du soleil avec une expression d'une paix si pure et si sereine que Sophie a pris une photo et qu'aucune de nous n'a rien dit, car certains moments ne gagnent rien à être commentés. Troisième jour, Oliver a dormi 4 heures d'affilée dans l'après-midi, ce que Sophie et moi avons accueilli avec la gratitude solennelle de personnes qui se seraient perdues dans le désert et auraient retrouvé de l'eau. Nous nous sommes assis sur le balcon dans un silence véritable et avons regardé le golfe sans discuter d'hôtels, de tableaux Excel, de problèmes de personnel ou de quoi que ce soit d'autre d'importance. Ce fut, sincèrement, l'un des meilleurs après-midi dont je me souvienne. Quatrième jour. Ben a trouvé un crabe des sables, l'a baptisé Gérald, a tenté de ramener Gérald à la maison dans un seau, s'est vu dire que Gérald devait rester à la plage, a brièvement négocié, a accepté la décision avec plus de dignité que prévu, et a fait ses adieux à Gérald avec la solennité d'un soldat laissant quelqu'un derrière lui. Sophie a versé quelques larmes, qu'elle a attribuées à ses hormones, mais qui étaient aussi simplement dues au fait que c'était vraiment émouvant. Nous avons pris la route du retour un mardi. Le trajet de retour avait une énergie différente, cette mélancolie particulière de revenir d'un endroit que l'on ne voulait pas quitter, mêlée aux contraintes logistiques de 2 enfants à court d'idées de divertissement, et d'un bébé qui avait apparemment décidé que le trajet de retour était le moment idéal pour exprimer plusieurs opinions sur l'existence. Oliver a pleuré pendant 40 minutes à la sortie de Tallahassee. Pas des pleurs de détresse, pas des pleurs qui signifient que quelque chose ne va pas. Les pleurs spécifiques, conversationnels, d'un bébé qui a des choses à dire et la capacité pulmonaire de les dire. Sophie était à l'arrière, essayant tout ce qui faisait partie de la routine habituelle. Nourrir, changer, porter, bercer, décrire le paysage qui défilait d'une voix calme. Maya a mis ses écouteurs. Ben était resté assis très immobile, avec la prudence d'un enfant qui sent que ce n'est pas le moment. Je conduisais sans rien dire et j'apportais mon soutien en ne posant aucun problème. Finalement, Oliver s'est arrêté, a regardé Sophie avec une expression de sérénité totale, puis s'est endormi. Sophie est remontée sur le siège avant. « Il va bien », a-t-elle dit. Je l'ai entendu. Il voulait juste parler. Il a soulevé plusieurs points intéressants. Sophie m'a regardé un instant. « Tu gères très bien la situation. »« Je suis terrifiée », ai-je dit d'un ton enjoué. « Je le fais juste en silence. » Elle a ri et a posé ses pieds sur le tableau de bord, ce qu'elle sait que je trouve légèrement chaotique et qu'elle fait exprès pour cette raison. Et je n'ai rien dit parce que j'avais décidé il y a 4 jours, au golf, que j'allais être le genre de personne qui laisse passer le fait de poser les pieds sur le tableau de bord. Un progrès. Nous nous sommes arrêtés à Montgomery pour la nuit. Ce n'était pas l'un de mes établissements, ce qui en a fait une expérience véritablement anonyme. L'enregistrement s'est bien passé. La chambre était correcte. Le petit déjeuner était correct. Parfois, correct est exactement ce dont on a besoin, et je l'ai apprécié sans y réfléchir. De retour à Nashville jeudi après-midi. La maison avait cette atmosphère particulière d'un endroit resté vide pendant une semaine. Ce silence spécifique, l'air légèrement différent,
le réfrigérateur contenant des aliments qui prenaient leurs propres décisions. Ben est entré, a évalué la situation et a annoncé qu'il était de retour à la civilisation, ce qui, pour lui, signifiait trouver la télécommande. Ce soir-là, une fois les enfants couchés et après qu'Oliver eut prononcé son discours habituel de 2 heures du matin devant toute la maisonnée, je me suis assis à la table de la cuisine avec une tasse de café et j'ai rattrapé mon retard sur ce que j'avais manqué. Birmingham avait été géré sans accroc. La responsable par intérim de Daniel, une femme nommée Patricia Walsh, qui avait dirigé l'un de nos établissements à Nashville il y a 2 ans avant de passer chez un concurrent, avait accepté de revenir à titre temporaire. Bon choix. Patricia menait les opérations d'une main de maître et possédait la rare capacité de stabiliser une équipe qui avait traversé une épreuve sans en faire tout un plat. Les notes des clients pour l'établissement de Birmingham au cours de la semaine précédente, en hausse. Élise avait déjà été citée nommément dans 2 avis positifs distincts. Je posai le téléphone et finis mon café. 3 semaines plus tard, Daniel appela. « Je veux faire le test », a-t-il dit. « Quel test ?»« Le test de Birmingham, celui dont tu m'as parlé par SMS. J'y vais, sans réservation, pour voir comment il me traite. » Je me suis calée dans mon fauteuil. « Ça fait 3 semaines que tu y penses. » « J'y pense depuis que tu m'as envoyé ce SMS depuis la plage. Je veux voir si ça tient la route. » J'y ai réfléchi. Patricia était sur le terrain depuis près d'1 mois. L'équipe s'était stabilisée. Les notes étaient cohérentes. C'était, en principe, un contrôle qualité raisonnable. « N'en fais pas tout un plat, » ai-je dit. « Je n'en fais jamais tout un plat. » Ce n'était pas vrai. Daniel avait un jour remis un résumé écrit de 4 pages sur une machine à café en panne dans notre établissement de Knoxville. Mais j'ai laissé passer. « D'accord, » ai-je dit. « Vas-y ce week-end. N'appelle pas à l'avance. Entre comme un client lambda. » Je devrais emmener quelqu'un ? C'est un contrôle qualité, Daniel. Pas un dîner entre amis. D'accord. Une pause. Je devrais m'habiller de manière décontractée ? Tu vas t'enregistrer dans un hôtel, pas te faire passer pour quelqu'un d'autre dans un documentaire, sois juste normal. Et s'ils me reconnaissent ? Ils ne te reconnaîtront pas. Tu n'es jamais allé dans cet établissement. Et s'ils ont vu des photos ? Daniel ? D'accord. Ok. Une autre pause. Dois-je demander une chambre avec vue ? J'ai raccroché. Il m'a appelé un samedi après-midi depuis le parking de Birmingham. Je suis là, a-t-il dit, avec l'énergie d'un homme qui s'était préparé pour ce moment. D'accord. J'y vais. Je m'en doutais. Souhaite-moi bonne chance. Daniel, tu vas t'enregistrer à l'hôtel. C'est une question de principe, James. J'ai entendu le bruit des portes du hall s'ouvrir au téléphone, puis il a dit, d'une voix légèrement différente, celle que les gens utilisent lorsqu'ils s'apprêtent à entrer dans une situation délicate. Bon, c'est parti. J'ai attendu. Je tiens à préciser que je ne suis pas resté assis près du téléphone à attendre. J'ai fait du café. J'ai consulté quelques emails. J'ai regardé un tableau Excel pendant environ 4 minutes avant de le fermer. Je suis allée dans le salon où Sophie était sur le canapé en train de nourrir Oliver et de regarder quelque chose à la télévision. Je me suis assis à côté d'elle et j'étais complètement détendue. « Tu attends que Daniel appelle ?» a dit Sophie sans me regarder. « Je suis assis avec ma famille. » Tu as cette expression. » Je n'ai pas d'expression. L'expression que tu avais juste avant de licencier quelqu'un à Birmingham. C'était une autre expression. Oliver m'a regardé depuis les bras de Sophie avec le regard fixe et imperturbable de quelqu'un qui savait exactement ce qui se passait et avait choisi de ne pas s'en mêler. Un gamin malin. J'ai tenu 11 minutes. Daniel a appelé à 16h17. J'ai répondu avant la 2e sonnerie, ce qui, je l'admets, n'était pas le comportement d'un homme qui se détendait sur un canapé. « Comment ça s'est passé ?» ai-je demandé. Un silence. Pas le genre de silence qui en dit long. Pas le silence. Daniel est en train de se recentrer. Un autre, plus léger. « James », a-t-il dit. Daniel. Elle s'est excusée auprès de moi. Je me suis redressée légèrement. Quoi ? Élise. À la réception. Je suis entrée, j'ai dit que je n'avais pas de réservation, et avant que je puisse ajouter quoi que ce soit, elle a levé les yeux, a souri. Un vrai sourire, pas celui du service client. Et a dit « Pas de problème du tout. Voyons ce que nous pouvons vous proposer. » Il marqua une pause. Et puis, je ne sais pas pourquoi, elle a dit « Je sais que venir sans réservation peut sembler risqué,
mais nous essayons toujours de trouver une solution. Comme si elle me rassurait avant même que j'aie eu le temps de m'inquiéter. Je ne dis rien. Elle m'a trouvé une chambre avec vue sur la cour, a poursuivi Daniel. Elle m'a proposé de garder mes bagages pendant que j'allais déjeuner. Elle m'a parlé d'un restaurant barbecue à 2 pâtés de maison d'ici, qui, apparemment, sert une poitrine de bœuf qu'il faut absolument goûter. Ce sont ses mots. Ce restaurant de poitrine de bœuf est bon, ai-je dit. J'y suis déjà allée. Tu es allé à Birmingham pour le travail et tu es allé dans un restaurant de poitrine de bœuf sans me le dire? Concentre-toi, Daniel. D'accord. Je l'entendais s'asseoir quelque part. Le hall d'entrée semblait différent, lui aussi. Je ne sais pas exactement pourquoi. Les autres employés, il y en avait 2 derrière le comptoir, bougeaient avec aisance, sans effort, sans nervosité. Patricia doit mener la barque d'une main de maître. C'est toujours le cas. L'enregistrement a pris peut-être 4 minutes en tout. 4 minutes, James. J'ai attendu plus longtemps pour un ascenseur. Je me suis calée dans mon fauteuil. Dehors, à travers la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir Ben dans le jardin, en train de s'adonner à une sorte d'épreuve sportive en solo dont il semblait être le seul à connaître les règles. Il a plongé de côté sur l'herbe, a roulé sur lui-même et a levé les 2 bras en signe de triomphe. « Tu leur as dit qui tu étais ?» ai-je demandé. Finalement, après l'enregistrement, j'ai demandé à parler à la personne qui assurait la direction aujourd'hui, pensant que ce serait Patricia, mais c'était en fait Élise, qui couvrait l'équipe de l'après-midi pendant que Patricia faisait l'inventaire. Alors je lui ai dit. Une pause. Elle n'a pas réagi comme je m'y attendais. Pas de panique, pas de réaction excessive. Elle a juste hoché la tête et dit « J'espère que l'enregistrement s'est bien passé. » Comme si c'était la seule chose qui comptait. Ce qui, je veux dire, c'est la seule chose qui compte. C'est la seule chose qui compte, a-t-il acquiescé. Puis elle t'a demandé si tu allais bien. Elle a dit qu'elle espérait que le reste de ton voyage se passerait bien. Je suis resté silencieux un instant. Il y a 11 ans, mon père m'a fait asseoir dans un restaurant à la sortie de Nashville, un peu comme celui de Val d'Osta avec son panneau « Honnête tarte », et m'a dit quelque chose à laquelle j'ai repensé plus de fois que je ne peux compter. Il a dit « Le bâtiment n'est jamais l'essentiel. Ce sont les gens qui comptent. On peut réparer un toit. On peut remplacer une moquette. On peut rénover un hall d'entrée. Mais la personne qui se tient derrière ce comptoir, celle qui décide en 2 secondes si un inconnu fatigué se sent le bienvenu ou invisible, c'est ça qui compte. C'est tout ce qui compte. Je croyais avoir compris à l'époque. Je comprends mieux maintenant. Bien, ai-je dit. Il y a encore une chose, a dit Daniel, et je pouvais entendre le sourire naître dans sa voix. Quoi? Quand j'ai mentionné ton nom, Mercer, le propriétaire, elle a pris cette expression. Pas effrayée, pas nerveuse, juste affectueuse, presque. Comme si tu étais quelqu'un à qui elle pensait. Et elle a dit, et j'ai noté ça parce que je savais que tu voudrais les mots exacts. Daniel. Je l'ai noté, James, attends. Le bruit de sa main cherchant le mot. Elle a dit. Il aurait pu rendre cette journée bien pire pour beaucoup de gens, mais il a choisi de ne pas le faire. J'essaie de m'en souvenir quand ça devient difficile derrière mon bureau. Le jardin était calme à présent. Ben avait terminé son mystérieux sport et était allongé les bras et les jambes écartés sur l'herbe, regardant le ciel, ce qu'il faisait parfois, s'arrêter, complètement, et lever les yeux. Je n'interrompais jamais ces moments-là. Ils semblaient importants. C'est bien, ai-je dit, et je le pensais de tout mon cœur. Elle va bien, dit Daniel. Quoi que tu aies fait ce jour-là, ça a marché. J'ai surtout juste signé un bout de papier et je suis partie. Tu as fait en sorte que tout se passe bien. Parfois, c'est ça tout le travail. Je suis retournée m'asseoir sur le canapé. Sophie m'a regardée. Alors? A-t-elle dit. Ça a tenu. Elle a souri. Un vrai sourire. Pas celui qu'elle affiche quand elle se montre diplomate. Oliver s'était endormi contre elle et elle se balançait doucement, ce mouvement automatique que les parents acquièrent vers la 3e semaine et qu'ils ne cessent jamais complètement de faire, même des années plus tard, même quand ils n'ont plus de bébé dans les bras. « Je t'avais dit que ce road trip était une bonne idée, » dit-elle. « Tu as ouvertement remis en question ce road trip. » J'ai remis en question le moment choisi pour ce road trip. En principe, j'ai toujours été d'accord. C'est une version révisionniste de ce qui s'est passé. James. Sophie. Elle me tendit le bébé. Oliver remua légèrement, émit un petit son,
celui des rêves, et se calma. Âgé de 6 semaines et 4 jours. Complètement inconscient que son père possédait 14 hôtels, avait licencié un directeur en Alabama, mangé une tarte exceptionnelle en Géorgie, regardé son frère pleurer un crabe des sables sur une plage de Floride, et parcouru toute la longueur de celle-ci avec la vague certitude que ce que son père avait construit allait s'arranger. Je le tenais dans mes bras depuis un moment. Depuis le jardin, la voix de Ben flottait à travers la fenêtre. « Papa, je crois que Gérald nous a suivis jusqu'à la maison. Il y a un crabe dans le jardin. » Sophie et moi nous sommes regardés. « C'est un autre crabe, » ai-je répondu. « Comment tu le sais? » « Parce que Gérald vit à la plage, mon grand. » Un long silence. « Mais s'il nous avait manqué? » Sophie serra les lèvres. Oliver dormait. Dehors, le ciel du Tennessee se partait de ses couleurs du soir, doré au bord, comme il le fait à la fin de l'été, comme il l'a toujours fait. « Et s'il nous avait manqué, papa? » Je baissai les yeux vers Oliver. Je regardais Sophie. « On y retournera l'année prochaine, » ai-je dit. « On ira voir comment va Gérald. » Le jardin s'est tu. Puis, « D'accord, c'est juste. » Sophie a ri. J'ai ri. Oliver a dormi pendant tout ce temps, paisiblement, ce qui est la seule réponse correcte à la plupart des choses, et dont j'ai l'intention de m'inspirer, un jour, quand j'en aurai l'occasion.